Tu le parles, Isabelle? Oui, oui, j'enregistre. C'est fait. C'est fait? OK. Donc, bonjour, re-bienvenue. Pour ceux qui c'est la première session, bienvenue dans cette. On est à notre deuxième journée. Je vais juste partir mon mode présentation ici. Il y a beaucoup de choses qui sont devant moi, pardon. F5, tiens. Voilà. Donc, bienvenue dans cet événement 24 heures off-pass francophone. En tout temps, durant la présentation, vous avez besoin d'assistance. Vous pouvez taper une question dans le bas de votre écran et le modérateur ou le présentateur va pouvoir répondre. Si vous ne voyez pas très bien, vous avez le contrôle pour zoomer votre écran, donc pour le rendre plus grand. À du webinaire, vous allez devoir répondre à un sondage. Comme les présentateurs s'investissent beaucoup dans cet événement-là, ben, vous allez avoir donc, c'est intéressant que vous répondiez au sondage. Donc, On pendant pourrait... la conférence, vous pouvez partager vos impressions sur Twitter avec 24HOP, donc hashtag 24HourPass, @SQLPass, @GusFrance, qui est le groupe d'usagers C'est quoi serveur de France, et @MSDev Montréal. Donc, voici nos commanditaires. Merci beaucoup. Et sur ce, Jean-René, je vais te mettre comme présentateur. Parfait. Voilà. OK, je vais choisir l'écran. Ready. Je vais juste trouver comment je fais pour choisir l'écran. Un instant. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. OK, là, je ne suis pas tellement sûr quel écran. OK, ça va être cet écran-là. OK. Donc, on va déplacer une couple de trucs ici. On va emmener ça ici. OK. En fait, bonjour tout le monde, ce 24 heures francophone de passe. Vous allez probablement apprécier énormément mon franglais durant cette présentation-là. Parce que je suis du Québec et j'habite à Ottawa, qui est une ville anglophone. Alors, ça se peut que j'aie perdu un petit peu de mon français. Je vais faire mon possible pour me faire bien comprendre. Donc, qui suis-je? Je suis un consultant indépendant depuis plus de 25 ans. Je suis un SQL Server MVP depuis 10 ans. Je suis un software, un database architect, team lead. Je travaille aussi, je fais beaucoup d'activités dans les différentes communautés qui existent à Ottawa ou Montréal. Je suis aussi fondateur de SQL Teach et DevTeach. Je suis aussi spécialisé dans les produits Microsoft SQL Server, Dynamics CRM et TFS. Puis mes clients sont surtout à Ottawa, entre autres la Chambre des communes, puis Justice Canada. Donc, à l'agenda, aujourd'hui, on va parler d'outils pour le DBA moderne. Donc, on va voir plusieurs outils qu'un DBA moderne devrait connaître, devrait être au courant. On va regarder aussi quelques tips and tricks sur T-SQL qui pourraient être utiles. On va aussi voir, on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'un DBA devrait savoir à propos d'Entity Framework. On va aussi parler un peu de qu'est-ce qu'on devrait connaître concernant SQL Azure en tant qu'un DBA moderne. Puis on va aussi parler un peu de quelques outils qui existent dans Visual Studio pour les DBA. Donc, avant de commencer, je veux quand même vous mettre en garde de quelques trucs. Ce que vous allez voir, c'est des opinions. Ce sont juste mes opinions. C'est définitivement pas les opinions de Microsoft ou d'autres personnes. Ça vient juste de mes 25 ans d'expérience. La présentation s'applique surtout à des DBA, mais elle peut être aussi très pertinente pour des développeurs. Puis, quand je vais dire dev, ça veut dire développeur. Quand je vais dire DBA, ben, ça veut dire DBA. Puis, si vous n'êtes pas d'accord avec mes opinions, ben,
c'est pas ouvert au débat. Ça prend de la bière pour pouvoir me challenger sur mes opinions. Autrement, j'ai raison, puis vous avez tort. Effectivement, je suis juste en train de blaguer. Donc, on se focus surtout sur le pourquoi et non le comment dans cette présentation-là. En 1 heure, on ne peut pas passer à travers tous les comment. Puis, dans les slides, vous allez retrouver les liens de tout ce que j'ai parlé. Donc, j'ai trouvé des articles communs sur les différents sujets. Donc, vous allez pouvoir utiliser ces slides-là pour aller voir et approfondir les sujets. Donc, ça veut dire quoi DBA, d'après vous? Ça veut dire Database Administrator ou administrateur de base de données. Mais pour moi, selon mon expérience, c'est pas ça que ça veut dire du tout. Ça veut dire Default Blame Acceptance. C'est ça que ça veut dire. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive, que la database ne fonctionne pas ou elle est lente, c'est le DBA qui est blâmé. Donc, c'est évident que l'acronyme sert plus à Default Blame Acceptance que Database Administrator. Donc, je vais commencer avec quelques tools ici. Je vais vous parler d'un outil que tout le monde utilise. Il s'agit des recherches dans la base de données. Un DBA, souvent, a à faire du reverse engineering au niveau des bases de données. Donc, il y a souvent plusieurs outils impliqués. Il existe des outils depuis longtemps dans SQL Server pour faire ce genre de choses-là. Tout le monde connaît le vieux Select. En fait, je vais me mettre sur la bonne base de données en premier. Le fameux SysAllObject. Donc, ça vous retourne tous les objets de la base de données. Si on voulait trouver les tables, on pouvait utiliser un des types, puis ça nous retournait juste les tables. Si on voulait avoir les colonnes, on pouvait faire le SysAllColumns. Puis, si on voulait avoir table avec colonne, on pouvait faire comme un join avec ces deux trucs-là, et ça nous tournait la table. Par la suite, on a eu Schema Information qui s'est rajouté dans les possibilités de faire des requêtes sur le système. Une chose que j'utilise encore souvent, effectivement. On peut l'utiliser aussi pour même aller faire des recherches au niveau des store proc. Donc, ici, on a la possibilité de faire des requêtes directement sur Information Schema Table qui va nous retourner les tables. Moi, j'utilise beaucoup le Information Schema Column parce que quand je vais faire du mapping, je vais me trouver à venir ici, faire un selector, puis copier ça dans un Excel, puis je vais faire les comparaisons, etc. Donc ça, c'est encore très utile. Puis c'est la chose à utiliser maintenant comparé à SystemObject. Par contre, bien que c'est intéressant, il existe aussi quelques store procs qui sont là depuis le début, là, comme HelpDB, qui est quelque chose que beaucoup de monde utilisait dans le passé. Mais pour moi, ces outils-là sont plus révolus depuis que RedGate a sorti le Search. Donc, ce que c'est en réalité, c'est que RedGate a sorti ce qu'on appelle le SQL Search, qui est un utilitaire gratuit que vous pouvez simplement installer sur votre SSMS. L'avantage de cet outil-là, c'est qu'on peut venir chercher ici, juste en tapant, il va automatiquement nous sortir tout ce qui existe dans la base de données avec le string que vous avez tapé. On peut venir contrôler le serveur, quand on fait les recherches dessus, on peut venir définir plusieurs bases de données qu'on pourrait faire les recherches en même temps. Puis on peut aussi venir diminuer ou augmenter les objets sur lesquels on veut faire des recherches. Donc cet outil-là, moi, en tant que software architect puis database architect, ça devient un outil extrêmement important parce que dans
dans le cadre de nos fonctions, on a souvent à refaire des systèmes existants. Fait que dans ces cas-là, le reverse engineering est très important. Puis cet outil-là est tellement simple à utiliser, il sauve tellement de temps. Comme là, je pourrais juste vérifier, je veux juste savoir les store proc, par exemple. Alors, pouf, je l'ai tout de suite, je sais que je retrouve mon string dans les store proc. Donc, c'est beaucoup plus facile à utiliser que les autres outils qu'on a vus. En plus, si je double-clique dessus, ben, il va m'emmener directement à la StoreProc, puis je peux venir voir la StoreProc directement. Alors, c'est vraiment un outil qui est un must. Vu que c'est gratuit, je vous suggère vraiment de l'avoir si ce n'est pas quelque chose que vous faisiez déjà. Alors, je vais retourner à ma présentation. On était rendu ici. Oups, slide. Donc, okay. Donc c'est vraiment un outil intéressant. L'autre outil que le moderne DB devrait absolument avoir, c'est un Schema Compare. Il existe plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour le Schema Compare. SQL Delta, c'en est un. Il y en a un Redgate aussi qui s'appelle le Redgate Data Compare and SQL Compare. C'est deux outils qui sont intéressants, qui font la job, qui vous procurent ce que vous avez besoin. Moi, ma préférence, c'est d'utiliser des outils qui sont gratuits. Donc, celui que je vous suggère, c'est vraiment les Data Tools dans Visual Studio. C'est vraiment intéressant d'utiliser celui-là. D'ailleurs, si vous utilisez TFS, si vous utilisez déjà un Source Control, moi je préfère cet outil-là parce qu'on peut sauvegarder nos Data Compare et nos Schema Compare. Puis je l'utilise à plusieurs sauces dans plusieurs projets. Comme on l'a déjà par défaut gratuitement, c'est ce qui est le plus facile à faire adopter par les clients. Il existe aussi un autre outil, à mon avis, qui devrait être considéré, c'est le DataForge. Celui-là, il vient en deux versions. Il vient en version application, desktop, puis il vient aussi en un add-on dans Visual Studio. Donc la version Fusion, c'est la version qui vient comme un add-on. Cet outil-là offre plusieurs choses intéressantes pour faire des comparaisons, faire aussi des explorations plus approfondies que ce qu'on peut faire avec SSMS. Donc, moi, je l'ai utilisé sur un projet où j'avais vraiment besoin de quelque chose de plus puissant que SSMS. J'ai mis des liens que vous allez pouvoir utiliser par la suite pour mieux apprendre sur ces produits-là. Donc, c'est à vérifier si vous ne les connaissez pas déjà. La prochaine slide, elle parle plus de SSAS. J'aime bien expliquer cette slide-là à plusieurs personnes parce que c'est un truc pour les DBA. Maintenant, j'assume que vous connaissez SQL Server Integration Services. Cette slide-là, elle parle principalement de faire de la migration de données d'une base de données traditionnelle à un Dynamic CRM. Donc, Dynamic CRM, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est Customer Relationship Management. Mais cette application-là, ce produit-là de Microsoft peut être utilisé en ce qu'on appelle, nous, XRM, qui peut être n'importe quoi Relation Management. Puis, dans le cadre de cet outil-là, la particularité pour le DBA, c'est que ça devient un peu difficile de vouloir faire quelque chose avec Dynamic CRM sur le point de vue d'un DBA parce que il n'est pas possible de modifier les données ou d'accéder les tables directement. Oui, en tant que DBA, on peut y accéder, mais best practice, c'est de ne pas le faire. Il faut passer par l'API pour pouvoir modifier les données parce qu'il y a
toute une panoplie de données reliées qui se trouvent à être mises à jour lorsqu'on modifie des données dans l'NXCRM. Donc, l'outil que j'aime utiliser avec SSIS dans le cadre dans l'NXCRM, c'est Kingsway. Kingsway, c'est un connecteur pour se connecter à l'API de Dynamics CRM. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir définitivement utiliser vos connaissances de SSIS en utilisant Kingsway pour pouvoir faire toutes les manipulations de données que vous avez besoin. Puis, dans le cadre de Dynamics CRM, étant donné que vous allez pousser des données dans un environnement dont vous avez besoin de traverser un web service qu'on appelle le Dynamics CRM API, vous allez être obligé d'être ralenti par ce web service-là. Donc, si vous avez énormément de données à pousser dans un temps restreint, ça devient difficile d'utiliser ce genre de connexion-là. Par contre, avec SSIS, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le Balancing Data Distributor, qui est un objet, qui est un Data Flow Task qui provient de Microsoft, qui va vous permettre d'avoir une source et cette source-là va vous permettre de multiplier son output, sa sortie. Donc, vous allez pouvoir distribuer sur une multitude de connexions à Dynamics CRM votre poussée. Donc, l'idée ici, c'est de multiplier les connexions sur Dynamics CRM pour accélérer le transfert de données. Donc, j'ai eu à pousser 250 000 contacts dans un certain cas pour lequel il y avait une douzaine de tables de référence. Puis, sans utiliser cette technique-là, à une seule connexion, ça prenait 3 jours. Lorsque j'ai utilisé cette technique-là, j'ai réussi à diminuer ça à 8 heures. Donc, c'est vraiment un outil intéressant. Je vous en parle maintenant pour que vous soyez au courant si vous êtes dans cette situation-là. C'est vraiment un outil intéressant à considérer là, comme outil. Donc, maintenant qu'on connaît cet outil-là, j'ai préparé quelques tips ici que je veux vous expliquer. J'assume en tant que DBA que probablement certains d'entre vous les connaissent déjà, mais je vais juste passer à travers si il y a toujours certaines personnes, lorsqu'on partage des connaissances, qui s'aperçoivent des choses qui n'étaient pas au courant. Donc, en premier lieu, je voulais parler de 4XML avec Pat. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça. Pour moi, c'est un des trucs les plus intéressants pour un DBA. Je vais vous donner l'explication dans quelques secondes. Je vais aller sur chercher les deux que je veux ouvrir. Je vais ouvrir lui et je vais ouvrir lui. Donc, 4XML, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi que ça fait, on va la regarder ici. Alors, pour ceux qui savent, pardonnez-moi la redondance ici, mais 4XML, c'est une fonctionnalité qui existe depuis 2005 qui permet de faire une requête sur une table, comme par exemple, j'ai une table ici, que je peux faire une requête. Si je rajoute 4XML, ça va me permettre d'avoir un XML ici. D'accord? Donc, cette fonctionnalité-là peut venir avec différentes options. On peut y mettre le mot auto. Si on y met le mot auto, vous allez voir, le XML est un peu différent. Il vient avec le nom de la table ici, avec le ID dans les brackets. C'est tout à l'intérieur du time qu'on retrouve les informations avec le auto. Si on regarde
avec raw element, puis qu'on exécute ça, le format est encore différent. On voit qu'on a un row par tag, après ça, on a un tag par nom de champ, ce qui est souvent la façon qui est le plus utilisée. On peut utiliser avec path. Donc, avec path, ça ressemble à ce qu'on vient de voir. Ce qui est intéressant avec path, c'est qu'on peut y passer un paramètre. Donc, si j'y passe le myRoot ici, là, on va voir que le XML, il vient remplacer le tag ici au début. Bon, tout ça, c'est bien beau, là. Puis, pour un DBA, je vous dis bien franchement, il n'y a rien de plus inintéressant que du XML. C'est vraiment quelque chose de pas intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, que moi j'appelle la passe du cochon qui tousse. Sûrement, c'est une expression québécoise que en France, vous grattez la tête, là, mais je vous explique. Ici, ce que je veux faire, c'est que j'ai une table avec une multitude de personnes dans la table. On va aller voir la table en question. On va aller ici. Ici, si on fait un select sur Notification, on va voir que les données, c'est des données d'email avec des personnes. Donc, c'est avec qui je dois envoyer les notifications. Maintenant, lorsque je fais un select, puis que j'utilise XML path, mais je spécifie que le string que je veux avoir dans la fonction path est vide, ce que ça donne, c'est le data devient, je suis sur la bonne base de données, non, on va le mettre sur la bonne base de données déjà. C'est ça, ouais. Donc, ce que ça va donner, c'est que ça enlève tout le XML qu'il y avait dedans la fonctionnalité XML. Donc, c'est ça qu'un DBA veut. Il ne veut rien savoir du XML, le DBA, right? Donc, j'utilise ce truc-là ici pour faire de la concaténation de string. Fait que, par exemple, moi, je vais avoir une variable qui va me retourner une liste d'emails séparée par des points-virgules. Mais j'ai juste à faire ça ici. Et voilà, j'ai ma liste d'emails séparée par des virgules. Si j'ai besoin de faire un to puis un cc, je peux faire quelque chose comme ça. Oui. Donc, à partir d'une table, je me retrouve à concaténer des strings dans des colonnes. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que sûrement que vous avez eu cette situation-là, c'est que vous avez un rapport à faire. Dans le rapport, une des colonnes, vous voulez faire la liste, par exemple, des produits qui ont été vendus, mais le rapport il est fait sur l'entête de la facture. Donc, l'entête de la facture n'a pas le détail des produits vendus. Vous savez que la moyenne de produits vendus se trouve à être 5 ou 6. Donc, vous pourriez avoir une colonne qui fait une liste concaténée des différents produits qui proviennent du détail de la facture, même si vous faites un rapport qui liste les factures. Donc, c'est le genre de choses qu'on a à faire souvent quand on fait des rapports, par exemple, dans CRM. C'est quelque chose qui revient souvent. Donc, ça, c'était mon petit truc, mon premier petit truc à propos de for XML, path avec rien. On va aller voir c'était quoi mon prochain. Le prochain, c'est XML Schema when possible. En fait, celui-là, il s'agit de dire que vous pouvez utiliser un schema pour valider votre XML, mais je ne vais pas embarquer là-dedans parce qu'on n'aura pas assez de temps pour voir les autres. Par contre, je veux vous parler de Dynamic SQL versus une simulation. Ça, celui-là, il est intéressant à regarder comme tips and tricks. On va aller ouvrir ce fichier-là sur le champ. Donc, je reviens dans les tips and tricks, dans les SQL.
Donc, si on veut faire un select avec une valeur, si on fait, en premier, on va regarder le data, on va se mettre sur la bonne base de données. On va venir ici, faire un select. Donc, on peut voir, ça c'est le data qu'on travaille avec. Donc, si on veut juste aller chercher numéro 2, on peut faire ça aussi qu'on dit in dans cette variable-là. Right? Par contre, si on essaye de faire ça ici, où c'est que je dis ma variable va être 1,2, ça ne fonctionnera pas parce que il prend comme un seul élément. Fait que je n'ai pas les deux éléments là, comme si j'aurais tapé 1,2 directement dans le T-SQL. Donc souvent, on va voir des développeurs qui vont venir faire quelque chose comme ça ici. Right? Qui va donner ce qu'on cherche à avoir. Par contre, le problème de cette approche-là, c'est que ça crée ce qu'on appelle du Dynamic SQL. Le Dynamic SQL, ça ne peut pas être optimisé parce que ce n'est pas précompilé dans le serveur. Donc, ça va être lent. Si vous avez un serveur qui est occupé, ça va devenir un problème. Alors, la technique que vous pouvez faire sans faire du Dynamic SQL, mais simuler du Dynamic SQL, c'est d'utiliser justement XML comme possibilité de recherche dans votre string. L'idée, c'est d'utiliser, lorsqu'on utilise un type XML, on peut utiliser la fonction XPath qu'on appelle node, qui permet d'aller fouiller sur des valeurs d'un node. Donc, je peux venir carrément aller faire un for, une variable qui est un XML, puis aller dire toutes les tags qui vont correspondre à mon tag. Ça permet d'éviter de faire du Dynamic SQL, puis de réussir à faire la même de requête. Donc celui-là, je l'ai utilisé dans le passé, ça fonctionne très bien. Puis, vous n'avez pas de performance, c'est rapide, ce genre de technique-là. Donc, on va revenir à notre présentation. Il y en a qui ne sont pas au courant, mais quand je montre ça, surtout à des devs, pour eux, ils sont agréablement étonnés de voir qu'en 2012, SQL Server 2012 a rajouté une nouvelle commande qui s'appelle la sequence. L'avantage du sequence, c'est pour une seule base de données, vous pouvez avoir un numéro d'identification unique qui se génère, mais simplement comme si je fais la création. Ensuite de ça, je peux dire, bon, donne-moi donc la prochaine valeur. Alors, je peux avoir une valeur qui va être unique pour l'ensemble de la base de données ici. Donc, ça peut être intéressant lorsqu'on a logué des trucs. Vous voulez que le numéro de commande puis le numéro de facture soit séquentiellement incrémenté dans la même séquence, mais ça peut vous permettre de faire ça. Vous avez la possibilité, quand vous donnez un nom, vous avez la possibilité d'en faire plusieurs dans une base de données, donc vous pouvez vraiment venir utiliser ça à plusieurs fins. Donc ça, c'est un truc pour le software architect. Le DBA, généralement, n'est pas... mais ça peut être intéressant en tant que DBA de pouvoir suggérer à une équipe de développement cette technique-là. Donc voilà pourquoi je vous le montre. Using SSB for tracking change, il s'agit d'utiliser Service Broker pour suivre les changements à une base de données. Donc ça s'appliquait avant SQL Server. En fait, ça s'applique toujours. Là. Service Broker est un peu méconnu par la majorité des DBA. Je peux peut-être vous montrer vite un bout de code qui fait ça. Mais celle-là, c'est un petit peu plus long
à expliquer. Je vais quand même vous donner juste un aperçu pour que vous compreniez le sujet en question. Donc, il s'agit ici réellement d'utiliser Service Broker dans le but de tracker les changes. L'avantage de Service Broker, c'est qu'il va être utilisé asynchronous. Donc, il n'affectera pas vos opérations. Il va être fait dans un thread séparé. Puis, ce code-là, il va venir avec, les slides. Vous allez avoir la possibilité de l'explorer et de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y en est. L'autre chose que j'ai remarqué que beaucoup de DBA ne sont pas au courant, c'est la commande output au niveau d'update et insert. Lorsqu'on veut faire du tracking change ou de l'audit ou du suivi de modification de données, j'ai vu souvent du monde qui utilisait des triggers. Les triggers, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est très lourd sur l'exécution dans SQL Server. En plus, il faut comprendre que s'il y a une erreur pendant l'exécution d'un trigger, la transaction ne sera pas complétée. Donc, si vous avez plusieurs transactions dans un begin, trend, and transaction, vous avez plusieurs inserts, bien, ils vont tous être revert back, s'ils sont tous dans le même bloc. Donc, l'affaire à faire pour le suivi des données avant SQL Server 2016, ce serait d'utiliser ce qu'on appelle la clause output. Je vais vous montrer un petit exemple de ça pour que vous compreniez de quoi je parle. On va aller voir ce code-là ici. Donc, l'idée, c'est lorsqu'on fait un insert, il y a possibilité d'utiliser le curseur interne qui s'appelle inserted et de l'envoyer en output directement dans une autre table. Donc, vous allez avoir la possibilité de venir faire l'équivalent qu'un trigger ferait avec le inserted, mais directement sur la commande. Si vous voulez faire ça, oui, il faut aller jouer avec tous les différents store procs que vous avez pour faire l'audit. Ça, c'est le côté négatif de la chose. Mais le côté positif, c'est que vous allez quand même avoir la possibilité de bien établir avec une bonne performance un audit. Donc, moi, je vois ça comme une solution juste sur une affaire bien spécifique. Autrement, ce serait pas vraiment, ce serait trop difficile à maintenir. Il existe une autre façon de faire du auditing avec les triggers. Si vous êtes familier avec Codeplex, il existe un free, quelque chose de gratuit qui s'appelle AutoAudit. AutoAudit, c'est un genre de script que vous installez sur votre base de données. Ça vous installe un schema qui s'appelle Audit. Ça va vous préparer tout ce que vous avez besoin pour faire de l'auditing avec Trigger. Donc, je vais faire ici, pour vous donner un exemple. Un instant, sur quelle table je l'ai fait? Je l'ai fait sur... Bon, je suis dans les stock. On va aller voir une table, c'était Member, je pense. Juste voir. Trigger. Donc, le concept, c'est effectivement de faire du auditing avec des triggers, qui n'est pas nécessairement conseillé pour la performance, mais l'avantage de cet outil-là, c'est de vous installer ça sur votre base de données, puis ça vous donne un outil pour auditer les tables que vous voulez. Donc, vous allez exécuter cette store proc ici. Vous allez passer le schema à la table. Vous pouvez, par défaut, ça va être toutes les colonnes qui vont être auditées ou vous pouvez spécifier les colonnes. Donc, ça s'en vient intéressant ici parce qu'on peut juste capturer le changement des colonnes qu'on veut. C'est l'affaire qui est facile, c'est que vous avez juste à exécuter la store proc avec vos paramètres pour activer. Ça va s'occuper pour vous
d'aller créer les triggers qui ont besoin d'être créés et tout ce que vous avez besoin va être fait. Donc, le auto-audit était une solution, je dis bien était, je vais expliquer pourquoi, qui était très intéressante pour pouvoir mettre ça on and off sur un environnement en production, par exemple, où c'est qu'on veut juste faire du troubleshooting. C'était facile à utiliser. On l'installait une fois que c'était installé, on pouvait l'utiliser autant qu'on voulait. Donc, moi, j'ai utilisé plusieurs projets. Avec ça, j'ai fait du spy dans des produits commerciaux qui utilisent SQL pour pouvoir faire du reverse engineering. Donc, c'était très intéressant. Par contre, Microsoft ont sorti dans SQL Server 2016 ce qu'on appelle Temporal Table. Donc, une nouvelle façon d'auditing que je vais vous montrer d'ailleurs dans la prochaine session que je fais juste après celle-ci. Je devrais avoir le temps de vous montrer cette feature-là dans SQL Server 2016 qui vient rendre les autres façons de faire de l'auditing un peu obsolètes parce qu'évidemment, comme c'est fait au niveau du produit à l'interne, c'est ce qui va être le plus rapide. Maintenant, la prochaine session, juste après, je vous parle d'ailleurs de For.json. Query Store, je peux quand même vous donner un truc. Le database moderne devrait connaître Query Store. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vite, je vais vous donner un genre de petit aperçu de 30 secondes, parce que ce n'est pas vraiment le but de la présentation, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça existe. Dans SQL Server 2016, quand on vient des properties ici, on peut venir au niveau d'une nouvelle option ici, Query Store. On peut dire, bien là, je vais mettre ça à On, mettons Read Only ici, puis on peut venir contrôler qu'est-ce qu'on va, comment d'espace disque on va utiliser pour capturer les différents query plans qui sont exécutés par les requêtes dans la base de données. Ça permet quoi de faire? Lorsqu'on active ça, on se retrouve, si je fais un refresh ici, avec un query store juste ici, dans lequel on peut venir faire de la visualisation des différents queries utilisés de façon graphique. Bon, pourquoi c'est intéressant, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'il va y avoir d'autres sujets ici que je veux vous parler de. Donc, que je m'en viens bientôt à vous parler. L'autre chose qui est intéressant à aller voir comme feature en tant que DBA moderne, c'est le nouveau Row Level Security. Donc, la possibilité de faire du Row Level Security lorsque vous avez plusieurs, en anglais on dit tenant, ou locataires de données dans la même base de données, mais vous ne voulez pas donner accès aux données d'un locataire à un autre. Là. Puis je dis locataire parce qu'en anglais, on dit tenant. Puis je ne suis pas trop sûr comment le traduire. En tout cas, je ne sais pas si je réussis à vous faire rire parce que je ne vous entends pas. Alors peut-être que j'ai juste l'air idiot ici. Là. Donc, je vais poursuivre avec ça, avec NoSQL. Mais pourquoi NoSQL? Évidemment, il y a beaucoup de DBA qui croient que NoSQL, c'est juste un buzzword là, qui sert aux devs puis qui va disparaître comme la neige au printemps, mais je vous garantis qu'en tant que DBA moderne, not only SQL, c'est quelque chose qui va être récurrent, que vous allez avoir à faire face à court terme. Donc, c'est quelque chose que le DBA moderne devrait comprendre. Comprendre le concept. Je vais vous expliquer un peu ma vision face à NoSQL et pourquoi c'est important pour le DBA. La première chose à comprendre, c'est que si on regarde un produit que Microsoft a sorti qui est NoSQL, qui s'appelle DocumentDB, pour
storer, c'est une base de données, on parle ici d'une base de données qui va servir à storer du JSON, qui est semblable à du XML. Donc, lorsque on parle d'une base de données comme celle-là, il faut comprendre que DocumentDB va emmagasiner uniquement des documents JSON de JavaScript Annotation qui va vous donner un langage très semblable à T-SQL pour faire des requêtes dans cette base de données-là. Il va vous donner la possibilité de créer des store proc, des procédures stockées, créer des index pour le rendre rapide, gérer de la sécurité. Donc, c'est définitivement une base de données. Donc, ce qui va se produire à court terme, c'est que le DBA va avoir à être impliqué dans ces produits-là parce que le genre de travail qui va avoir à être fait au niveau maintenance va être très semblable à ce que vous connaissez et que vous faites à tous les jours. Maintenant, pourquoi NoSQL? On s'entend que le but de NoSQL, c'est d'avoir des données non structurées. Donc, si on se met sur le point de vue du développeur, le développeur, lui, il est là pour remplir des business requirements en premier lieu, mais souvent, c'est le genre de jeune qui est optimiste, qui veut vraiment essayer des nouvelles choses, qui est convaincu que la première fois qu'il compile son code, il n'y aura pas d'erreur et que ça va marcher du premier coup. Donc, c'est une personne optimiste qui veut aussi avoir une flexibilité. Il n'aime pas avoir à dealer avec le DBA pour y rajouter un champ dans une base de données et d'attendre que ce soit fait pour pouvoir aller en production avec. Donc, dans cette optique-là, pour l'idée du développeur, oui, du data non structuré qui permet de rajouter et d'enlever des champs à n'importe quand est un avantage, mais le vrai avantage, c'est pas pour le développeur, c'est pour la business, parce que dans le cadre d'une compétition où c'est que tu as besoin de capturer des nouvelles informations rapidement, puis de les mettre en production dans un court laps de temps, ce genre d'outil-là ici pourrait être vraiment utile. On peut penser qu'on utilise un JSON pour capturer les données d'un survey, un sondage qui vous permettrait d'avoir un avantage sur vos compétiteurs. Donc, si vous êtes capable de mettre en production plus rapidement de nouveaux questionnaires, des champs et d'en enlever, ça peut être un avantage stratégique pour la business ici. Par contre, faire ce genre d'approche-là où c'est que les champs peuvent changer et augmenter et diminuer rapidement, ça vient introduire, ça vient juste pousser la complexité à d'autres moments. Au lieu d'avoir la complexité au moment du développement de l'application, ça va être, vous allez être obligé de dealer avec ou de vous faire face à ces problèmes-là au moment que vous allez avoir besoin de faire du data analytic, de l'analyse de données. Parce que, imaginez, si la business elle a un intérêt à ce que l'application soit plus agile pour ajouter et enlever des champs, ça ne veut pas dire qu'elle veut savoir ce qu'il y a dans les champs. Elle veut savoir ce qu'il y a dans les champs. Fait, qui qu'elle va demander, à quelle personne elle va demander de faire de l'analyse de données? Les chances sont que ce soit vous, le DBA, qui soit pris avec une décortication des données dans cette base de données-là qui sont totalement non structurées et les emmener dans une structure de base de données structurée pour faire de l'analyse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au point où c'est que NoSQL est là pour rester et le DBA doit comprendre ces technologies-là pour mieux comprendre comment l'analyse de données va se faire. Puis c'est pas tout. Quand on parle de Internet of Things, ben, à quoi ça sert Internet of Things? Ça sert à produire des données principalement. Tous les petits trucs, vous pouvez imaginer qu'il y aurait un petit chip, comme on voit ici, là, qui est utilisé sur un bol de toilette pour savoir il y a combien de monde qui s'assoit sur le bol dans une journée. Mais ça va faire quoi? Ça va pousser des données dans le nuage
parce que vous allez brancher ça, évidemment, sur le nuage. Ça va être là que ça fait plus de sens de capturer ces données-là. Ça peut être aussi un bidule qui est sur vos lunettes, qui calcule combien de fois vous enlevez puis portez vos lunettes ou plein d'autres utilités comme ça. Donc, il faut comprendre que Internet of Things s'en vient de plus en plus facile à être utilisé par les développeurs, donc il y a de plus en plus d'applications. C'est en multiplication en ce moment. Ce que ça fait, c'est que ça va multiplier le genre de données qui se retrouvent dans le nuage. Donc, en tant que DBA, il faut être prêt à vouloir et comprendre c'est quoi les outils du futur pour être capable de bien faire de l'analyse de données. Puis Microsoft ont sorti un produit qui sert à ça, ça s'appelle the Azure Data Lake, qu'on voit ici. Puis, évidemment, pour pouvoir extraire de ces données-là, ils ont sorti ce qu'ils appellent le Data Factory. Donc, on peut vite voir ici le genre de défi que vous allez faire face à court terme, dans lequel vous allez avoir besoin de venir fouiller dans ce lac-là pour pouvoir pomper quelque chose qui va faire du sens. Et dans la même optique, Microsoft sont venus, ont sorti un nouveau langage qui vient réconcilier notre fameux DBA et notre C# Developer en faisant du USQL. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du USQL, c'est un langage qui permet de venir pomper de ce joli lac-là des données pour pouvoir les transformer en CSV, faire de l'agrégation et de préparer un load dans une base de données plus structurée. Donc, on vient ici, rajouter au défi d'apprendre des nouveaux langages qui sont à peu près entre le C# et le T-SQL. Le plus gros problème pour le DBA de ce langage-là, c'est de commencer à utiliser le double quote au lieu du single quote. Ça va être là, ça va être tough. Anyway, donc on peut voir que le DBA a définitivement des nouveaux défis. Maintenant, je voulais vous parler d'Entity Framework. La première chose qu'un DBA devrait savoir dans son entreprise, c'est si Entity Framework est utilisé ou non. Pourquoi? Parce que Entity Framework est là pour faire du Dynamic SQL. Et du Dynamic SQL, c'est comme j'expliquais préalablement, c'est quelque chose qui fait qui va ralentir votre base de données parce que les select statements sont tout le temps différents parce qu'ils sont dynamiquement créés. Maintenant, c'est là aussi que SQL Server 2016 vient vous sauver d'une certaine façon parce que si vous utilisez SQL Server 2016 et vous avez du Entity Framework, vous allez définitivement mettre à on le Query Store pour pouvoir mieux suivre quelles sont les requêtes qui se trouvent à ralentir votre base de données et de forcer certains query plans sur certaines de ces requêtes-là. Donc, Query Store va vous donner une possibilité du back-end à venir régler certains problèmes de production. Par contre, ça ne sera pas suffisant pour s'assurer que vous n'êtes pas dans une situation où vous allez tuer votre serveur. Donc, la deuxième approche pour Entity Framework, c'est il faut que le DBA sait que Entity Framework peut appeler des store procs. Le Query Store va vous permettre de trouver les requêtes qui sont les plus fréquentes et de mieux comprendre c'est quoi les paramètres de les choses qui peuvent changer pour ces différentes requêtes-là. Puis en sachant cette information-là, vous pourriez venir proposer l'implémentation dans Entity Framework de votre application de StoreProc qui, eux, vont au moins éliminer des problèmes de performance pour les requêtes les plus fréquentes.
Donc ça, c'est à peu près ce que j'avais à vous expliquer pour Entity Framework. Maintenant, on va bouger vers on va aller bouger vers fameux SQL Azure. Maintenant, ici, j'assume que vous n'êtes pas déjà quelqu'un qui utilise SQL Azure, mais le DBA moderne devrait être au courant de un, que ça existe, puis deux, que ça s'en vient de son bord pas mal vite pour être verbaliser la chose en québécois. Là. Ça va frapper dans le dash quand ça va vous arriver d'en face. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que il y a deux formats qui existent depuis assez longtemps. La première confrontation en tant que DBA que j'ai jamais touché à Azure, qui va faire face, ça va être de déployer une base de données. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le cas de déploiement d'une base de données, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus commune au moment de la définition d'un projet, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le DAC-Pack. Le DAC-Pack, c'est Data Tier Application Schema Definition. C'est une façon de le mettre dans un seul fichier qui va avoir l'extension DAC-PAC, qui va permettre de capturer tout le schema d'une base de données. Maintenant, dans SSMS, vous avez la possibilité de faire un import du DAC-Pack directement. Donc, vous pourriez avoir fait une base de données à la maison, la mettre sur une clé USB, l'emmener au bureau, puis de les lire avec cette option-là, puis vous créer une base de données. Vous pourriez aussi venir la déployer directement de SSMS vers un SQL Azure. Donc, c'est un format qui peut être utilisé pour faire ça. Le backpack, au lieu d'un D, c'est un B, va vous permettre de le faire avec des données dedans. Maintenant, je vous tiens en garde. Ces deux formats-là doivent être utilisés sous réserve. Ce n'est pas fait pour vraiment déployer une base de données avec des données complexes, puis avec beaucoup de données, parce que à partir du moment où c'est que le DAC-Pack devient très gros, les chances de réussite pour compléter l'opération diminuent assez rapidement. Donc, ce n'est pas un format très fiable pour des données. Pour de schema, c'est très fiable. D'ailleurs, dans Visual Studio, lorsque vous utilisez un SQL Server Project, vous faites un build, c'est ça le output du build, c'est ce fichier-là. Pourquoi c'est intéressant, c'est que vous pourriez avoir un développeur qui fait un build de sa solution, qui vous le transmet par email ou d'autres façons, puis vous, en tant que DBA, dans SSMS, vous feriez un import pour pouvoir faire le déploiement de cette base de données-là. SQL Server 2016 vient vous donner des outils supplémentaires pour mieux gérer SQL Azure. Donc, on a la possibilité maintenant, dans 2016, de faire design de la table. On n'avait pas ça dans 2014 ou avant. On avait la possibilité de faire un edit top 200 maintenant, qu'on n'avait pas avant. Full text index, on n'avait pas ça avant. Property, on ne les avait pas avant. Donc, on a aussi des raccourcis au niveau de la base de données sur Open Manage Portal, qui est une interface web qui vous permet de... Puis on a des rapports maintenant qui peuvent être intéressants qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est des bonnes améliorations que vous devriez considérer. Donc, pour le DBA moderne, vous devez comprendre principalement les différents modes de déploiement. Vous pouvez utiliser, faire using generated script. Il y a une option dans les Advanced Options qui permet de dire script-les pour SQL Azure. Puis ça va vous permettre de scripter. Puis là, vous allez vous connecter sur votre Azure puis vous faites un run du script. C'est une autre façon qui est intéressante de bien réussir à faire ça. Donc, l'autre chose que le DBA moderne devrait commencer à s'éduquer, il s'agit
de l'intégration de R dans SQL Server. Ce qui est important à comprendre face à cette intégration-là, bien que le langage R, c'est un langage pour faire de l'analyse poussée des données avec des algorithmes, qui est un open source. Le côté intéressant de R, c'est que avant, les scientifiques, ils capturaient des données dans des CSV, souvent avec des millions de records. Puis là, ils prenaient le CSV, ils l'emmenaient localement sur leur machine, ils utilisaient RStudio, qui est un open source application. Ils se trouvaient à faire, ils trouvaient des algorithmes publics, ils faisaient des calculs avec des algorithmes publics. Une fois que c'était fait, ils se trouvaient à directement les importer, puis ils publiaient les données. En ayant l'engin à l'intérieur de SQL, vous avez la possibilité maintenant de faire l'exécution de calculs R, de les automatiser en temps réel. Donc, si toutes les données sont déjà dans SQL, vous n'avez pas besoin de faire les étapes que je vous ai mentionnées. Si l'algorithme ne change pas, ça vient donner une possibilité de faire du real-time analytic sur des situations qui pourraient avantager la business ici. Là. Puis, je vais juste rapidement vous rappeler que maintenant, SQL Azure depuis 2014 est pas mal hybride entre Azure et on-premise. Vous avez la possibilité de faire directement avec une nouvelle application des backups directement dans Azure, ce qui pourrait s'avérer moins dispendieux que les avoir sur disque sur place. Vous avez la possibilité de faire du hybrid cloud. Vous avez la possibilité maintenant de faire high availability avec une partie dans le cloud, une partie on-premise. Donc, c'est des choses qu'il faut être au courant. Il y a beaucoup de fonctionnalités dans SSMS qui vous permet de faire du on-rent to cloud. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc, il y a aussi la possibilité d'avoir on-premise le serveur, mais d'avoir la base de données directement dans Azure, ce qui peut être intéressant là, dans certains cas. Donc, ça, c'est quelque chose à étudier et à comprendre. Ça vaut des options pour pouvoir faire différents trucs. Maintenant, Using Visual Studio, c'est quelque chose que vous devriez utiliser tous les jours, que ce soit pour du Database Compare, du Data Compare, que ce soit pour ne plus avoir à utiliser des backups pour sauver vos sources de schema. C'est très important que ce soit utilisé. Puis, si vous avez à gérer Dev, UAT et Prod, donc ces différents environnements, ça devient un outil extrêmement important qui peut vous sauver énormément de temps. Ça conclut pas mal ma présentation. Si vous avez des questions, tout bad, il reste juste 30 secondes. Puis, évidemment, ici, il est écrit en anglais, mais après, mettre. Merci. Donc, ça conclut ma présentation. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez toujours me contacter directement si vous avez d'autres questions. Puis la prochaine session, dans quelques secondes, va porter sur JSON dans SQL, data masking, ainsi que temporal table. Voilà. Merci. Jean-René, juste pour te préciser, pour ta prochaine session, tu dois utiliser le deuxième lien. Oui, je vais aller cliquer dessus tout de suite, d'accord? Je crois qu'il y a une question pour toi qui vient d'apparaître. Je la vois. Donc, peux-tu me la lire? Je ne la vois pas. Ben non, moi j'ai vu apparaître un début de question. Ah ben non, il n'y a pas de question, je suis désolée. Il y avait la petite lampe et puis elle s'est éteinte. Donc il n'y a pas de question, c'est que c'était très clair, je pense. Donc merci à toi pour ça. On va terminer cette session-ci. Et pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous dans la session suivante. Merci beaucoup. Et